je ne dirais pas qu'il y a le vent en poupe, mais quand même qui commence à inspirer beaucoup de pays. C'est un peu l'économie numérique. C'est un peu le cas aux États-Unis. Est-ce que le Sénégal songe à ça aussi, Monsieur le ministre? Doit-on songer à ça? Oui, absolument. On parle bien d'économie. L'économie, pourquoi ce débat? C'est quand on parle d'économie, c'est que les paramètres ont complètement changé. Le paradigme change lorsqu'on parle d'économie. L'offre et la demande changent. Les processus changent, tout change. Donc c'est pour ça que la question, elle est pertinente. Aujourd'hui, réellement, est-ce que nous sommes dans une logique d'économie numérique? Oui, pour les autres, pour l'extérieur, je pense qu'eux, ils sont dans une logique d'économie numérique, mais pas suffisamment au Sénégal ou dans les pays africains de façon générale. Je pense que pourquoi on n'a pas... C'est la vision que nous avons de la chose. C'est... faut-il voir la chose comme une révolution culturelle ou une révolution numérique? Et les habitudes, me semble, ont complètement changé. Et c'est culturellement peut-être que les choses ont fondamentalement changé. Lorsque les acteurs, les décideurs, dans les entreprises, au niveau public comme au niveau privé, lorsque les politiques ne comprennent pas que les enjeux culturellement ont complètement changé, sociologiquement, fondamentalement, dans les espaces de formation, lorsque l'enseignant ne sait pas en fait que celui-là qu'il a dans sa salle de classe, l'étudiant, a une autre façon d'apprendre, il a un problème. Aujourd'hui donc, on parle bien de l'école du futur, on parle donc de ces sociétés du futur, les choses ont fondamentalement changé. Et c'est à ce niveau-là, pour revenir à votre question, si on prend la masse de jeunes à Kédougou, en Casamance, ici à Kaolack, qui furent jadis des plombiers, des ouvriers, des mécaniciens, bon, ils avaient de quoi fonctionner, de quoi nourrir leur famille, de quoi même assurer leur dignité. Mais là, maintenant, nous évoluons de plus en plus vers un secteur numérique, vers une économie numérique. Il faut aussi des ouvriers du numérique. Il faut des jeunes, des enfants, à bas âge, au niveau avec BFM, sans bac, leur donner la possibilité justement d'être ces petits ouvriers-là du numérique, capables de faire de la programmation, ce qu'on appelle de plus en plus les écoles de codage, comme par exemple l'école 42 que vous connaissez. Donc il faut absolument un décloisonnement, une révolution aussi du système d'éducation pour accompagner et porter le système numérique. Nous n'avons pas assez d'entrepreneurs digitaux. Vous savez, c'est grave. L'exemple que je donne, qui m'avait heurté, qui continue d'ailleurs de faire débat, c'est le point .Africa. Aux États-Unis, ils vont dire Diaby, cher Diaby, aérobase, États-Unis, point, etc. En Europe, ils vont dire Union européenne. Mais l'Afrique, le point Africa, le débat, il y a encore quelques années, peut-être même d'actualité, je ne sais pas, mais le point Africa n'appartenait même pas aux Africains. Le point Africa appartenait en fait à Internet, à cette gouvernance, donc aux Américains. Aujourd'hui, il y a un débat entre quelqu'un qui avait pris l'initiative, lui, de protéger ce nom point Africa, et un débat avec l'Union africaine, certains acteurs qui disent que ce point Africa-là doit appartenir à l'Union africaine. Et celui-là qui doit trancher, c'est la gouvernance donc basée là-bas aux États-Unis des Américains. Vous voyez en fait le danger. Et lorsque un pays, une communauté, une personne aujourd'hui n'a pas une identité digitale, lorsqu'il n'a pas une présence sur le digital, sur le numérique, il est en train de disparaître. L'exemple aussi, c'est un point Bakel, qui peut être point Bakel par rapport donc à l'identité digitale donc de Bakel. Point Bakel, c'est un village en Hollande. Point Bakel, Bakel peut être, et d'ailleurs, un produit cosmétique. Vous voyez en fait ce que ça peut représenter en termes de menaces pour le développement en fait d'une localité. Si Bakel, point Bakel, est pris ou protégé par un individu, un village, Bakel n'a plus aucune possibilité de porter son tourisme, de se protéger, d'accompagner l'éducation de ces jeunes et de protéger en fait sa dignité, sa culture, etc. Tout ça c'est bien quand même, monsieur le ministre, mais il faut de l'espace aussi pour pouvoir quand même éduquer ces enfants, les enseigner autant pour moi, parce que la plupart du temps, vous l'avez dit aussi dans vos propos, dès qu'ils ratent le bac ou le BFM, ces jeunes automatiquement n'ont plus la chance de devenir quelque chose. C'est là le drame. Il faut savoir comment les récupérer. C'est là le drame. Je pense que malheureusement, bon, je vois aussi des efforts. On parle donc des centres, je crois, de professionnalisation qu'on est en train de mettre en place un peu partout. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est la question peut-être du capital humain. C'est notre façon de voir le capital humain. Il y a un complexe qui ne date pas d'aujourd'hui, que les intellectuels ont, et qui ont... il y a dès le départ un problème dans la conceptualisation, dans la façon en fait de porter l'éducation au Sénégal. C'est que dès le départ, nous avons
eu ce complexe de supériorité en pensant que le passé, les ancêtres, les paysans, les marabouts n'ont pas cette intelligence, n'ont pas ces possibilités ou ces compétences pour accompagner le développement du pays. Ça pose le problème du capital humain. Il y a un complexe du Sénégalais, de l'intellectuel sénégalais, peut-être nous l'avons pris de nos colons, c'est qu'aujourd'hui, dans notre façon de concevoir l'éducation, dans notre façon de concevoir le capital humain, nous avons exclu des pans entiers, en fait, de nos populations, de nos possibilités de transformation par le biais de l'éducation. Aujourd'hui, tout ce qui était pratiques anciennes, tout ce qui était valeurs anciennes, tout ce qui était approches anciennes, processus, etc., n'ont pas place dans nos espaces d'éducation. Et ça, c'est un drame, c'est vraiment un drame. Vous savez, j'étais au Mali, un chef d'entreprise qui me disait « j'ai un problème avec ce que vous êtes en train de faire et vos efforts de développement au Sénégal. Parce que lorsque vous parlez d'émergence et que ce ne soit pas articulé par exemple, ou qu'on ne trouve pas d'articulation forte autour d'une communauté telle que celle des Baïfal, moi, malien, je dis il y a un problème quelque part. Et il a parfaitement raison. Je pense qu'on a peut-être voulu jouer à l'équilibriste en disant eh ben, je ne peux pas faire telle chose parce qu'il faut absolument dépasser cela. Dépasser cela et en toute simplicité, lucidité et objectivité, pouvoir identifier des possibilités de développement, de transformation et s'accrocher, trouver la bonne articulation. Le gouvernement aurait dû aller voir par exemple ces marabouts, discuter avec eux. Oui, quand je parle de gouvernement, vous savez au Sénégal on va tout de suite parler APR, donc je parle de l'État, vraiment je me suis à un autre niveau, je parle de l'État. Oui, l'État doit absolument aller au-delà. Je sais que tous les acteurs politiques, de l'opposition comme au pouvoir, vont tous avoir du respect pour les marabouts, vont tous avoir respect pour... Mais il y a un manque d'audace, un manque de courage dans l'implication et la façon en fait de prendre ce capital que nous avons, spirituel, pour en faire un levier de développement extraordinaire. C'est pas la même chose avec ce que le chef de l'État fait en construisant un peu quand même les capitales religieuses? Non, c'est beaucoup plus loin. Ça c'est du respect, c'est du respect. Continuer, etc. C'est du respect. Et bon, c'est à faire. Par contre, je me suis à un autre niveau en disant que la chance du Sénégal, c'est d'être un pays spirituel. Mais on a un complexe aujourd'hui. Mais les faits au plan international, la montée de l'extrémisme, le terrorisme, tout cela, petit à petit, va nous obliger, va amener les Sénégalais à mettre en avant justement le modèle sénégalais en matière de spiritualité et en matière donc de modèle. Parce que nous avons quand même un modèle extraordinaire qui n'est pas simplement un modèle de religion, de pratiques culturelles, mais nous avons un mode de fonctionnement inspiré en fait de grands dirigeants spirituels et de grands leaders qui ont fait quand même ce pays. Je pense que dans chaque entreprise, chaque foyer, chaque maison, chaque cœur et chaque esprit sénégalais est marqué, fortement marqué par l'empreinte justement et le discours de ces grands leaders. Mais dans nos espaces de formation, vous remarquerez bien dans les curricula, dans la façon de porter, de les convoquer, de les amener dans le discours au quotidien, il y a une petite distance, il y a un petit problème. Lorsqu'un pays a une chance extraordinaire d'avoir une masse de jeunes qui n'attendent que le niggle pour aller au travail et qui n'est pas conditionné par des éléments extrinsèques d'argent ou de motivation parce qu'on n'a pas ces ressources. Lorsque un pays a cette possibilité-là de pouvoir mobiliser autant de jeunes, une masse, et au-delà des jeunes, des femmes. Pensez-vous que le niggle peut marcher? Absolument. Ça dépend simplement du leader qui va porter ce niggle-là. Et ça dépend de l'implication très forte et intelligente de ces autorités, de ces leaders dans le processus. Donc pas seulement au moment où on doit aller chercher des prières, c'est très bien, pas seulement lorsqu'il y a un conflit, mais tout le temps et de façon permanente, et que ce soit un modèle sénégalais de développement, une articulation extraordinaire et intelligente. Je disais même d'ailleurs que, vous savez, depuis Senghor, chaque année, c'est au Grand Théâtre ou bien à Sorano, pour l'excellence, primer l'excellence, chaque ministère va féliciter en fait ses bons travailleurs, on va décorer, mais ce serait extraordinaire. Vous imaginez, même dans notre façon de mesurer la performance, d'apprécier la performance, même si on parle de gouvernance, d'éthique,
on voit nettement que ces éléments ne sont presque pas, en tout cas ne sont pas bien pris en compte lorsqu'on met en avant la performance de quelqu'un. Souvent c'est une performance qui est soit économique, de travail, de résultats administratifs, etc. Mais imaginez ce que ça représente chez le Sénégalais lorsqu'on dit « Amgenguremu » du calife de Tivaouane ou du calife de Touba. Ça a une portée, ça a une signification pour nous. Imaginez un système politique, un système administratif, un système nouveau qui couplerait la performance donc au plan économique, au plan administratif, à ce système donc d'évaluation par des autorités en fait appréciées, reconnues. Je pense que c'est un autre modèle. L'Afrique et le Sénégal surtout, nous avons besoin de transformer et de faire bouger donc les lignes. Pour revenir au capital humain, oui, je pense que nous sommes en train de perdre énormément et il faut absolument décloisonner aujourd'hui. Nous appuyer en fait sur ce que nous sommes, nous appuyer surtout sur ce qui semble transformer de plus en plus, en tout cas être le levier de transformation sur lequel s'appuient les grandes puissances. On parle de plus en plus donc d'économie solidaire et sociale, on parle de partage, on parle d'altruisme, on parle d'économie positive et tout cela repose de plus en plus sur l'être humain. Et ça, lorsqu'un pays a cette possibilité-là de surfer là-dessus et qu'il tourne le dos à cela, il y a juste un problème. Et pour ça, le système éducatif doit absolument accepter de changer les choses et qu'on ait de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire, de nouveaux leaders et qu'on soit vraiment que la cohérence... Mais qu'est-ce que les écoles privées font dans ça aussi? Vous, par exemple, vous êtes dans le secteur privé, est-ce que vous faites quelque chose à ce niveau? Nous avons plus de liberté, heureusement, que l'espace public, les universités publiques qui ont peut-être beaucoup plus de contraintes, même si nous sommes soumis aussi aux mêmes contraintes, l'ANAQ-Sup, etc. Mais nous avons plus de possibilités d'innovation et j'espère que l'espace public ou les universités publiques aussi vont être dans cette même cadence et même logique. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être dans des écoles comme par exemple vôtre, hein, voilà. Des moyens, tout ça. Voilà. Bien qu'elle n'est pas le cas. Et c'est là notre responsabilité, la responsabilité donc de l'État, encore une fois. L'État, dans une logique de continuité, il faut absolument des bouleversements, des changements profonds, extrêmement profonds, pour qu'on puisse tous changer le système éducatif. Vous savez, je suis vous le rappelez, dans une business school. Nous formons des entrepreneurs. Vous savez le problème que nous avons? Comment un pays peut émerger lorsque l'essentiel de sa jeunesse ou les porteurs de projets ne sont pas dans une logique d'innovation? C'est extrêmement difficile. Et comment innover si vous n'êtes pas vous-même? L'innovation ne peut pas se faire en dehors de soi-même. Il faut réconcilier l'Africain à lui-même et le jeune Sénégalais à lui-même. Il faut absolument qu'il apprenne à voir un coucher du soleil et s'émerveiller par rapport au coucher du soleil. Lorsqu'il ne sait pas apprécier un coucher du soleil, il ne peut pas être bon dans le tourisme. Lorsqu'il ne sait pas apprécier et aimer, avoir de l'empathie pour le paysan, aimer l'agriculture, les plantes qui poussent, il ne peut pas être dans un processus d'innovation. Vous allez lui remettre des financements, de l'argent, mais il n'a pas l'énergie qu'il faut pour porter des projets. Il n'aura pas l'endurance qu'il faut, il n'aura pas la créativité qu'il faut. Et aujourd'hui, là où les institutions au niveau international, les grands acteurs, les grands experts, la plus forte recommandation, c'est que l'Afrique doit, comme le rappelait simplement Felwine Sarr, nous n'avons personne à rattraper, nous avons simplement à être dans notre propre voie, mais avec une créativité endogène, une innovation qui viendrait de nous-mêmes, en nous réconciliant à nous-mêmes, et que les acteurs au niveau politique, au niveau central, les champions nationaux, que nous revenions sur tout cela pour porter ensemble donc ce que nous sommes et le transformer au plan économique, au plan social, au plan culturel et avoir donc un développement au niveau national et international.